En 2023, le terme d'influencing a atteint 730 millions de vues sur TikTok. Les influenceurs qui étaient là à dire n'achetez pas ci, n'achetez pas ça, c'est de l'arnaque, c'est trop cher, etc., etc., ce sont ces mêmes influenceurs qu'on a retrouvés à signer toutes sortes de collaborations et de partenariats. Je suis créatrice de contenu depuis plus d'une dizaine d'années et aujourd'hui, je vais vous dire ce que personne ne dit réellement dans cette fameuse conversation. I'ma be happy, I'ma be good, get that understood. Alors, ce fameux terme d'influencing est littéralement rentré dans le dictionnaire de Collins. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche ici. Je vais vous dire ce qu'il est noté. C'est le fait de dire à ses abonnés de ne pas acheter certains produits ou de consommer moins en général. Du coup, avec cette définition, on retient que le déinfluencing, c'est pas vraiment de l'anticapitalisme, par exemple, ou alors abat les marques, ne consommer plus rien, etc. Pas du tout. C'est vraiment juste pouvoir donner son avis concernant un produit, dire si ça en vaut la peine ou non, indépendamment de toutes sortes de contrats, partenariats et je ne sais quoi. Mais vraiment donner son avis de manière brute et non biaisée. Donc vous venez avec un produit et vous dites littéralement si ça vaut le prix ou non. Et voilà, un petit peu comme l'influencing du départ. Quand les gens n'étaient pas payés, etc., etc., il y avait plus une sorte de sincérité là-dedans. Alors, d'où vient ce fameux terme d'influencing? En fait, c'est à cause d'une blogueuse qui a fait une énorme gourde. Elle a signé un partenariat, un contrat avec une marque. C'était, il me semble, pour un mascara. Très bonne idée de faire cette fameuse vidéo de mascara avec des fossiles. Et encore au-dessus de ça, elle a même pas appliqué le produit, les gars. C'est vraiment, elle fait comme ça et waouh! Une fois que ses poils de sourcils sont en place, ils restent collés. Et c'est en fait un peu difficile à enlever. Mes sourcils ont l'air plutôt pas mal, mais je préfère vraiment mon NYX Brow Glue. Je constate aussi que le crayon que j'utilise tous les jours ne s'applique pas aussi bien lorsque j'utilise ce gel pour sourcils. Le gel pour sourcils Max, Bay-Gel, est sorti sur le marché. Il s'agit d'un gel pour sourcils nommé Glued. Wow! Bon, voyons voir. Je vais faire un sourcil duveteux au savon. Mes sourcils, c'est vraiment agréable et froid au toucher. D'accord. Ils se peignent facilement, sans effort. Tu sais quoi d'ailleurs? Mes sourcils ont l'air vraiment beaux. Elle exagère, etc., etc. Parce que les gens ont commencé à zoomer sur la vidéo. La meuf n'appliquait même pas le produit. Pendant des années et des années, donc je parle en décennies, le schéma de l'influence, c'était très, très simple. Vous trouviez au départ des personnes qui étaient très, très, très passionnées. Elles étaient spécialistes. Par exemple, vous retrouviez des make-up artistes qui étaient réellement make-up artistes dans la vraie vie. Et du coup, les marques sponsorisaient ces personnes-là pour pouvoir parler de leur marque et montrer comment utiliser. C'était un schéma très simple. Donc avec cette fameuse ère de vlog et tout ça, les gens ont commencé à être de plus en plus transparents. Ils ont commencé à ouvrir leurs portes, etc. Ouvrir carrément leur compte en banque. C'est vraiment fou de dire que j'ai eu plusieurs contrats à 6 chiffres au fil des années. J'ai même refusé des accords à 6 chiffres qui ne correspondaient pas à mes projets. Je peux faire cela car je pense à mon public et je sais ce que je veux sur le long terme. Plus de 100 000 n'est pas si loin d'un bon accord, mais on vise des affaires à 7 chiffres. Parce qu'avant, on n'en parlait pas du tout, On n'en parlait pas du tout. On savait que telle ou telle personne était payée parce que voilà, mais on ne savait pas qu'elle était payée à ce point-là. Il y a plus en plus de personnes qui se sont ramenées justement sur la toile parce que voilà, ça commençait à devenir des shigging, donc de l'argent. Donc on a pu retrouver les passionnés, les spécialistes et les personnes qui étaient là juste pour être là. Mais on a retrouvé des personnes qui voulaient tout simplement construire leur business. Et donc c'est là qu'on a commencé à voir toutes sortes de branches qui ont découlé de ce fameux modèle qui était de base très très simple. Et des personnes qui se sont carrément mises à ne pas tester les produits et en parler, recommander des produits inefficaces. C'est là qu'on a commencé à mettre toutes sortes de législations aussi en place, à dire aux influenceurs de marquer le fameux hashtag ad, donc hashtag publicité, parce que ça commençait à passer pour de la manipulation et on voulait un petit peu protéger le consommateur et être un petit peu plus transparent. Oui, j'ai été rappelé à l'ordre, alors ça fait rire beaucoup de personnes, mais j'ai pas pris d'amende. J'ai été condamné seulement et uniquement car j'ai oublié l'hashtag sponsorisé sur certains de mes placements de produits. De base, je ne fais pas ça pour l'argent. Bon, je vais pas vous mentir, un petit peu quand même. La France serre la vis avec les influenceurs. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté des projets de loi pour encadrer la profession. Une étape inévitable pour cet expert. C'était quelque chose qui allait arriver un jour ou l'autre. Moi, je suis impressionné par la qualité avec laquelle c'est fait. On a quelque chose qui est bien fait.
et puis qui permet de quitter le monde du Far West et puis qui réussit à placer des règles claires et puis qu'on peut suivre. Ces gens-là, c'est leur métier. Ils ont besoin de manger. C'est très difficile, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est soit tu fais de l'influence et tu prends ton intégrité avec toi, soit tu laisses et tu seras super bien payé, etc. Mais voilà, c'est à double tranchant. Donc, les blogueurs se sont dit, OK, là, on est dans une ère où les abonnés ne nous font littéralement plus confiance. Ils sont fatigués. Et avec ce qui s'est passé avec Micaela, c'est littéralement la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Mais ce qui a vraiment rendu ce fameux mouvement, donc le dé-influencing, parce que c'est littéralement devenu un mouvement, c'est TikTok. TikTok a permis aux gens de pouvoir dire ce qu'ils pensent. Les gars, je pense que vous réalisez pas de l'opportunité que vous avez entre vos mains. La monétisation de TikTok, c'est hyper puissant. Regardez ce que j'ai fait, 23 934 € juste avec un compte. Les gars, je vous parle d'un seul compte. Un seul compte. Et des comptes comme ça, j'en ai plusieurs. Je peux vous montrer différents dashboards à plus de 20 000 € que j'ai fait cette année. Pour vous dire à quel point, pendant que vous êtes en train de dormir, il y a des personnes qui ont 18 ans, il y a des personnes qui ont 30 ans ou même 50 ans, qui font des 10 000, 15 000, 30 000 €. Les influenceurs ont commencé à tous sauter là-dessus, tous sauter vers ce truc de dé-influencing, parce que les vidéos sont quand même rémunérées. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils me fassent confiance, mais en même temps, je serai payée pour cette fameuse vidéo que je vais réaliser. Il y a des gens qui se font vraiment d'énormes montants. C'est pas des petites centaines d'euros, tu vois. C'est vraiment de vrais salaires, etc. Que paye TikTok. Bon, après, il y en a qui disent que voilà, c'est pas fameux, mais les sommes restent quand même assez intéressantes comparées à d'autres plateformes où il faut beaucoup plus d'efforts, comme par exemple YouTube, etc. TikTok, c'est beaucoup plus spontané. Si TikTok n'était pas rémunéré, est-ce que vous pensez réellement que les influenceurs auraient sauté là-dessus? Non, je ne pense pas. Les influenceurs auraient tout simplement continué à vous influencer et pas vous désinfluencer et vous montrer toutes sortes de produits pour faire en sorte que vous puissiez acheter. Après, il y en a vraiment de pépites. Il faut justement tomber sur les bons, essayer de voir qui est qui. C'est justement de ça qu'on va parler, de cette dérive du dé-influencing. Franchement, quand je regarde, je me dis que les blogueurs belges doivent être les plus motivés parce que nous, on n'est pas payés mais un seul centime sur TikTok. Vous pouvez vraiment leur faire confiance parce que du coup, ils ont absolument rien à gagner. Et c'est là qu'on parle des fameuses dérives du dé-influencing. D'un côté, ça part d'une bonne intention et tout ça, mais de l'autre côté, il y a vraiment ces fameuses coulisses. En soi, quand on réfléchit, le dé-influencing, c'est de l'influencing aussi, dans le sens où il y a des personnes qui vont l'utiliser pour pouvoir influencer, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être dire « Ok, n'achetez pas ci, n'achetez pas ça, achetez plutôt ci ». Donc au final, vous achetez quand même. Et il y en a même qui vont utiliser ça pour pouvoir vendre leurs propres produits, leurs propres marques. Par exemple, « Ok, voilà, j'ai testé ça, ça n'a pas fonctionné, voilà ce que ça m'a causé, etc. Achetez plutôt ci, le lien est en barre d'infos, etc., etc. » Donc, vous voyez à quel point le fameux dé-influencing devient de l'influencing. Comment est-ce qu'on peut avoir du coup la certitude que l'influenceur ne va pas mentir ou quoi que ce soit? Bon, je dirais qu'il n'y a pas de secret, hein, c'est à vous de pouvoir trancher, mais il y a quand même quelques critères qui montrent un petit peu que des fois il faut pouvoir s'en méfier. C'est vraiment ce côté extrême chaque fois. Donc soit extrême de manière positive ou alors extrême de manière négative. Quand un influenceur n'aime pas un certain produit, il va exagérer genre « Oh, je n'aime pas et tout, voilà ce que ça a causé à ma peau, etc. » On fait des photos choquantes et tout ça pour que les gens puissent cliquer en fait tout simplement. Donc c'est du clickbait. Ou alors de l'autre côté, oh je kiffe, waouh, mon Dieu et tout ça, comment je le faisais avant ce produit, etc. etc. Voilà, donc je dirais que les deux extrêmes là, c'est un petit peu, il faut quand même un petit peu s'en méfier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, regardez, maintenant si on prend le métier d'un critique, un critique, lui, ce qu'il aura, c'est vraiment un jugement assez nuancé. Ça veut dire qu'il va peut-être voir, je sais pas moi, il va peut-être faire la critique d'un plat, voilà, d'un restaurant ou quoi que ce soit. Il va pointer certes les choses négatives, mais il va aussi pointer les choses positives. Donc vraiment, ce dé-influencing, ça permet aussi de manipuler les gens, tu vois. Ça a ses dérives aussi, hein. On peut aussi l'utiliser comme outil marketing parce que je pense aussi d'une certaine manière que comme je vous l'ai dit, que les influenceurs ont compris que les abonnés cherchaient à les mettre dans la sauce. Donc les influenceurs avec ce fameux dé-influencing cherchent littéralement à mettre les abonnés dans leur poche. C'est très contradictoire parce que d'un côté, tu as ces fameux
abonnés qui veulent que vous soyez honnête avec eux. Mais de l'autre côté, si je suis honnête, voilà mon avis et mon avis est nuancé. Mais le contenu qui est très nuancé, les gens n'aiment pas forcément. Les gens veulent une extrême, soit positif, soit négatif. Et quand c'est négatif, ça doit être très négatif. Quand c'est positif, ça doit être très positif pour que je puisse acheter. C'est ça qui clique. Les gens aiment les choses négatives. Je sais pas, vous allez avoir plus facile, par exemple, à cliquer sur un thumbnail où vous voyez une personne qui pleure, une personne qui est choquée, une personne qui renverse un truc, une personne... Vous voyez, c'est ça qui attire l'œil. Et donc, c'est difficile d'être influenceur, d'avoir un avis nuancé et de pouvoir en vivre. C'est très très difficile. Donc si vous en voyez des comme ça, franchement, il faut soutenir. Il faut soutenir parce que le métier n'est pas facile. Parce que dans ce milieu, on peut rapidement te mettre dans des listes rouges, etc. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. On va non seulement vous retirer des listes PR et tout ça, mais on ne va même plus travailler avec vous. Et ça ne sera pas uniquement une agence. L'autre agence va peut-être partager à l'autre agence, qui va partager à l'autre agence, parce qu'ils se connaissent aussi entre eux. Ouais, non, mais elle a fait ci, elle a fait ça. Je te conseillerais pas de faire ça, 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 et de travailler avec elle. Et voilà, c'est comme ça que vous vous retrouvez dans des listes rouges. Quand on nous paye... Voilà, c'est vraiment pour quand même avoir un avis positif de son produit. Ça ne veut pas dire que si vous êtes rémunéré pour un contenu ou pour un produit, que vous allez forcément mentir. Après, je trouve que ce qui est injuste, c'est vraiment d'avoir collé l'entière responsabilité aux influenceurs quand il s'agit de surconsommation et même de consommation tout court. Ça veut dire que au lieu d'être là à vous dire « Ok, moi je suis un adulte et je veux acheter tel ou tel produit », les gens ont commencé à dire « Ok, on l'a acheté parce que vous nous l'avez recommandé. Ok, mais on ne vous a pas forcé à l'acheter. » Mais d'un autre côté, c'est vrai que vous influencez pour que la personne, elle achète. Mais, encore une fois, je trouve que les deux camps ont leur tort. Mais ce n'est pas vraiment et totalement applicable quand il s'agit d'enfants. Par exemple, des personnes mineures ou quoi qui regardent leur influenceur préféré, à ce moment-là, on sait que les mineurs et les enfants sont beaucoup plus influencés. Donc, c'est vrai que beaucoup d'influenceurs en jouent. Parce que c'est très, très, très facile de pouvoir... les pousser à acheter, les pousser à consommer vos vidéos, les pousser à vous faire confiance, etc. Cette audience-là a un esprit beaucoup moins critique que les personnes beaucoup plus âgées. Donc, c'est beaucoup de manipulation par moment, les réseaux sociaux, les influenceurs et tout ça. Mais encore une fois, il ne faut pas mettre tout le monde dans ce fameux même sac. Il y a des gens qui ont réussi à arriver à certains niveaux avec de grosses audiences et tout ça, mais qui sont quand même restés très honnêtes, qui sont vraiment restés vrais et fidèles à eux-mêmes, mais on les compte vraiment sur les doigts d'une main. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez du fameux déinfluencing. Si vous aussi vous avez été désinfluencé en regardant une vidéo qui vous a influencé, si vous pensez que c'est beaucoup de manipulation dans ce monde-là, est-ce que vous avez justement ces fameux blogueurs à qui vous faites confiance? Mettez leur nom en commentaire, on ne sait jamais. Et puis, j'espère que je serai là-dedans. Ok, j'espère quand même. Sinon, ça va briser mon cœur. Mais bon, soyez honnêtes de toute façon. N'oubliez pas que tous mes épisodes seront disponibles sur Spotify en version audio. Allez me suivre sur Instagram, allez me suivre sur TikTok et à la prochaine. Bisous, bisous. Mouah.